Sans famille, deuxième partie, chapitre 5, dans la remontée. Le silence s'était fait dans la mine. Aucun bruit ne parvenait plus jusqu'à nous. À nos pieds, l'eau était immobile, sans une ride ou un murmure. La mine était pleine, comme l'avait dit le magister, et l'eau, après avoir envahi toutes les galeries, depuis le plancher jusqu'au toit, nous murait dans notre prison plus solidement, plus hermétiquement qu'un mur de pierre. Ce silence lourd, impénétrable, ce silence de mort était plus effrayant, plus stupéfiant que ne l'avait été l'effroyable vacarme que nous avions entendu au moment de l'éruption des eaux. Nous étions au tombeau, enterrés vifs, et 30 ou 40 mètres de terre pesaient sur nos cœurs. Le travail occupe et distrait. Le repos nous donna la sensation de notre situation. Et chez tous, même chez le magister, il y eut un moment d'anéantissement. J'avais peur de l'eau, peur de l'ombre, peur de la mort. Le silence m'anéantissait. Les parois incertaines de la remontée m'écrasaient, comme si, de tout leur poids, elles m'eussent pesé sur le corps. Je ne reverrais donc plus Lise, ni Étiennette, ni Alexis, ni Benjamin. Qui les rattacherait les uns aux autres après moi? Je ne verrais donc plus Arthur, ni Madame Milligan, ni Mathia, ni Capi. Pourrait-on jamais faire comprendre à Lise que j'étais mort pour elle? Et mère Barberin, pauvre mère Barberin. Mes pensées s'enchaînaient ainsi, toutes plus lugubres les unes que les autres. Et quand je regardais mes camarades pour me distraire, et que je les voyais tout aussi accablés, tout aussi anéantis que moi, je revenais à mes réflexions, plus tristes et plus sombres encore. Eux, cependant, ils étaient habitués à la vie de la mine, et par là, ils ne souffraient pas du manque d'air, de soleil, de liberté. La terre ne pesait pas sur eux. Tout à coup, au milieu du silence, la voix de l'oncle Gaspard s'éleva. « M'est avis, dit-il, qu'on ne travaille pas encore à notre sauvetage. Pourquoi penses-tu ça? Nous n'entendons rien. Toute la ville est détruite, c'était un tremblement de terre. Ou bien dans la ville, on croit que nous sommes tous perdus et qu'il n'y a rien à faire pour nous. Alors nous sommes donc abandonnés? Pourquoi pensez-vous cela de vos camarades? Interrompit le magister. Ce n'est pas juste de les accuser. Vous savez bien que quand il y a des accidents, les mineurs ne s'abandonnent pas les uns les autres et que 20 hommes, 100 hommes se feraient plutôt tuer que de laisser un camarade sans secours. Vous savez cela, hein? Il dit cela d'un ton énergique qui devait convaincre les plus incrédules et les plus effrayés. Cependant Bergogneau répliqua « Et si l'on nous croit tous morts? On travaille tout de même, mais si tu as peur de cela, prouvons-leur que nous sommes vivants. Frappons contre la paroi aussi fort que nous pourrons. Vous savez comme le son se transmet à travers la terre. Si l'on nous entend, on saura qu'il faut se hâter, et notre bruit servira à diriger les recherches. » Sans attendre davantage, Bergogneau, qui était chaussé de grosses bottes, se mit à frapper avec force, comme pour le rappel des mineurs. Et ce bruit, l'idée surtout, qu'il éveillait en nous, nous tira de notre engourdissement. Allait-on nous entendre? Allait-on nous répondre? Voyons, magister, dit l'oncle Gaspard, si l'on nous entend, qu'est-ce qu'on va faire pour venir à notre secours? Il n'y a que 2 moyens, et je suis sûr que les ingénieurs vont les employer tous deux. Percer des descentes pour venir à la rencontre de notre remontée et épuiser l'eau. Ah, percer des descentes! Oh, épuiser l'eau! Ces 2 interruptions ne déroutèrent pas le magister. Nous sommes à 40 mètres de profondeur, n'est-ce pas? En perçant 6 ou 8 mètres par jour, c'est 7 ou 8 jours pour arriver jusqu'à nous. On ne peut pas percer 6 mètres par jour. En travail ordinaire, non, mais pour sauver des camarades, on peut bien des choses. Jamais nous ne pourrions vivre 8 jours. Pensez donc, magister, 8 jours.
8 jours. Le magistère nous avait parlé d'ouvriers qui étaient restés engloutis 24 jours. Mais c'était un récit, et nous, c'était la réalité. Lorsque cette idée se fut emparée de mon esprit, je n'entendis plus un seul mot de la conversation. 8 jours. Je ne sais depuis combien de temps j'étais accablée sous cette idée lorsque la discussion s'arrêta. « Écoutez donc, » dit Carrory, qui précisément par cela qu'il était assez près de la brute, avait les facultés de l'animal plus développées que nous tous. « Quoi donc? On entend quelque chose dans l'eau. »« Tu auras fait rouler une pierre. »« Non, c'est un bruit sourd. » Nous écoutâmes. J'avais l'oreille fine, mais pour les bruits de la vie et de la terre, je n'entendis rien. Mes camarades, qui eux avaient l'habitude des bruits de la mine, furent plus heureux que moi. « Oui, dit le magistère, il se passe quelque chose dans l'eau. »« Quoi, magistère ? » ?»« Je ne sais pas. L'eau qui tombe ? » ?»« Non, le bruit n'est pas continuel. Il est par secousses et régulier. »« Par secousses et régulier. Nous sommes sauvés, enfants. C'est le bruit des bennes d'épuisement dans les puits. » Les bennes d'épuisement. Tous en même temps, d'une même voix, nous répétâmes ces 2 mots, et comme si nous avions été touchés par une commotion électrique, nous nous levâmes. Nous n'étions plus à 40 mètres sous terre, l'air n'était plus comprimé, les parois de la remontée ne nous pressaient plus, nos bourdonnements d'oreilles avaient cessé, nous respirions librement, nos cœurs battaient dans nos poitrines. Avant de revoir la chaude lumière du soleil, avant d'entendre le bruit du vent dans les feuilles, nous devions rester là pendant de longues et cruelles journées, souffrant toutes les souffrances, nous demandant avec angoisse si jamais nous verrions cette lumière et si jamais il nous serait donné d'entendre cette douce musique. Mais pour vous raconter cette effroyable catastrophe des mines de la Truyère telle qu'elle a eu lieu, je dois vous dire maintenant comment elle s'était produite et quels moyens les ingénieurs employaient pour nous sauver. Lorsque nous étions descendus dans la mine, le lundi matin, le ciel était couvert de nuages sombres et tout annonçait un orage. Vers 7 heures, cet orage avait éclaté, accompagné d'un véritable déluge. Les nuages qui traînaient bas s'étaient engagés dans la vallée tortueuse de la Divonne, et pris dans ce cirque de collines, ils n'avaient pas pu s'élever au-dessus. Tout ce qu'il renfermait de pluie, il l'avait versé sur la vallée. Ce n'était pas une averse, c'était une cataracte, un déluge. En quelques minutes, les eaux de la Divonne et des affluents avaient gonflé, ce qui se comprend facilement, car sur un sol de pierre, l'eau n'est pas absorbée, mais suivant la pente du terrain, elle roule jusqu'à la rivière. Subitement, les eaux de la Divonne coulèrent à plein bord dans son lit escarpé, et celles des torrents de Saint-Andéol et de la Truyère débordèrent. Refoulées par la crue de la Divonne, les eaux du ravin de la Truyère ne trouvèrent pas à s'écouler, et alors elles s'épanchèrent sur le terrain qui recouvre les mines. Ce débordement s'était fait d'une façon presque instantanée, mais les ouvriers du dehors, occupés au lavage du minerai, forcés par l'orage de se mettre à l'abri, n'avaient couru aucun danger. Ce n'était pas la première fois qu'une inondation arrivait à la Truyère, et comme les ouvertures des 3 puits étaient à des hauteurs où les eaux ne pouvaient pas monter, on n'avait d'autre inquiétude que de préserver les amas de bois qui se trouvaient préparés pour servir au boisage des galeries. C'était à ce soin que s'occupait l'ingénieur de la mine, lorsque tout à coup il vit les eaux tourbillonner et se précipiter dans un gouffre qu'elles venaient de se creuser. Ce gouffre se trouvait sur l'affleurement d'une couche de charbon. Il n'a pas besoin de longues réflexions pour comprendre ce qui vient de se passer. Les eaux se sont précipitées dans la mine et le plan de la couche leur sert de lit. Elle baisse au dehors. La mine va être inondée, elle va se remplir. Les ouvriers vont être noyés. Ils courent au puits Saint-Julien et donnent des ordres pour qu'on le descende. Mais prêt à mettre le pied dans la benne, ils s'arrêtent. On entend dans l'intérieur de la mine un tapage épouvantable. C'est le torrent des eaux. « Ne descendez pas !» disent les hommes qui l'entourent en voulant le retenir. Mais il se dégage de leur étreinte et prenant sa montre dans son gilet, « Tiens, dit-il en la remettant à l'un de ses hommes, tu donneras ma montre à ma fille si je ne reviens pas. »
Puis, s'adressant à ceux qui dirigent la manœuvre d'ébène, « Descendez !» dit-il. La benne descend. Alors, levant la tête vers celui auquel il a remis sa montre, « Tu lui diras que son père l'embrasse !» La benne est descendue. L'ingénieur appelle. 5 mineurs arrivent. Il les fait monter dans la benne. Pendant qu'ils sont enlevés, ils poussent de nouveaux cris, mais inutilement. Ces cris sont couverts par le bruit des eaux et des effondrements. Cependant, les eaux arrivent dans la galerie, et à ce moment, l'ingénieur aperçoit des lampes. Il court vers elles, ayant de l'eau jusqu'aux genoux, et ramène 3 hommes encore. La benne est redescendue. Il les fait placer dedans et veut retourner au-devant des lumières qu'il aperçoit. Mais les hommes qu'il a sauvés l'enlèvent de force et le tirent avec eux dans la benne en faisant le signal de remonter. Il est temps. Les eaux ont tout envahi. Ce moyen de sauvetage est impossible. Il faut recourir à un autre. Mais lequel ? Autour de lui, il n'a presque personne. 150 ouvriers sont descendus, puisque 150 lampes ont été distribuées le matin. 30 lampes seulement ont été rapportées à la lampisterie. C'est 120 hommes qui sont restés dans la mine. Sont-ils morts ? Sont-ils vivants ? Ont-ils pu trouver un refuge ? Ces questions se posent avec une horrible angoisse dans son esprit épouvanté. Au moment où l'ingénieur constate que 120 hommes sont enfermés dans la mine, des explosions ont lieu au dehors, à différents endroits. Des terres, des pierres sont lancées à une grande hauteur. Les maisons tremblent comme si elles étaient secouées par un tremblement de terre. Ce phénomène s'explique pour l'ingénieur. Les gaz et l'air refoulés par les eaux se sont comprimés dans les remontées sans issue, et là où la charge de terre est trop faible, au-dessus des affleurements, ils font éclater l'écorce de la terre comme les parois d'une chaudière. La mine est pleine. La catastrophe est consommée. Et le travail de sauvetage commence. Trouvera-t-on un seul survivant parmi ces 120 hommes ? Le doute est puissant, l'espérance est faible, mais peu importe, en avant. Des bennes d'épuisement sont installées dans les 3 puits, et elles ne s'arrêteront plus ni jour ni nuit jusqu'au moment où la dernière goutte d'eau sera versée dans la Divonne. En même temps, on commence à creuser des galeries. Où va-t-on ? On ne sait pas trop, un peu au hasard, mais on va. Il y eut divergence dans le conseil des ingénieurs sur l'utilité de ces galeries qu'on doit diriger à l'aventure dans l'incertitude où l'on est sur la position des ouvriers encore vivants. Mais l'ingénieur de la mine espère que des hommes auront pu se réfugier dans les vieux travaux où l'inondation n'aura pas pu les atteindre, et il veut qu'un percement direct à partir du jour soit conduit vers ces vieux travaux, ne dût-on sauver personne. Ce percement est mené sur une largeur aussi étroite que possible afin de perdre moins de temps, et un seul piqueur est à l'avancement. Le charbon qui là-bas est enlevé au fur et à mesure, dans des corbeilles qu'on se passe en faisant la chaîne. Aussitôt que le piqueur est fatigué, il est remplacé par un autre. Ainsi, sans repos et sans relâche, le jour comme la nuit, se poursuivent simultanément ces doubles travaux, l'épuisement et le percement. Si le temps est long pour ceux qui, du dehors, travaillent à notre délivrance, combien plus long encore l'est-il pour nous, impuissants et prisonniers, qui n'avons qu'à attendre sans savoir si l'on arrivera à nous assez tôt pour nous sauver. Le bruit des bennes d'épuisement ne nous maintint pas longtemps dans la fièvre de joie qu'il nous avait tout d'abord donnée. La réaction se fit avec la réflexion. Nous n'étions pas abandonnés. On s'occupait de notre sauvetage. C'était là l'espérance. L'épuisement se ferait-il assez vite ? C'était là l'angoisse. Aux tourments de l'esprit se joignaient d'ailleurs maintenant les tourments du corps. La position dans laquelle nous étions obligés de nous tenir sur notre palier était des plus fatigantes. Nous ne pouvions plus faire de mouvements pour nous dégourdir, et nos douleurs de tête étaient devenues vives et gênantes. S'il nous est défendu de manger, il nous est permis de boire, dit Compérou. Pour ça, tant que tu voudras, nous avons à discrétion. Épuise la galerie. Pagès voulut descendre, mais le magister ne le permit pas.
Tu ferais ébouler un déblai. Rémi est plus léger et plus adroit. Il descendra et nous passera l'eau. Dans quoi? Dans ma botte. On me donna une botte et je me préparais à me laisser glisser jusqu'à l'eau. Attends un peu, dit le magister, que je te donne la main. N'ayez pas peur. Quand je tomberai, ça ne fera rien, je sais nager. Je veux te donner la main. Au moment où le magister se penchait, il partit en avant, et soit qu'il eût mal calculé son mouvement, soit que son corps fût engourdi par l'inaction, soit enfin que le charbon eût manqué sous son poids, il glissa sur la pente de la remontée et s'engouffra dans l'eau sombre la tête la première. La lampe qu'il tenait pour m'éclairer roula après lui et disparut aussi. Instantanément, nous fûmes plongés dans la nuit noire, et un cri s'échappa de toutes nos poitrines en même temps. Par bonheur, j'étais déjà en position de descendre. Je me laissais aller sur le dos, et j'arrivais dans l'eau une seconde à peine après le magister. Dans mes voyages avec Vitalis, j'avais appris assez à nager et à plonger pour me trouver aussi bien à mon aise dans l'eau que sur la terre ferme. Mais comment se diriger dans ce trou sombre? Je n'avais pas pensé à cela quand je m'étais laissé glisser. Je n'avais pensé qu'au magister qui allait se noyer, et avec l'instinct du Terre-Neuve, je m'étais jeté à l'eau. Où chercher? De quel côté étendre le bras? Comment plonger? C'était ce que je me demandais quand je me sentis saisir à l'épaule par une main crispée et je fus entraîné sous l'eau. Un bon coup de pied me fit remonter à la surface. La main ne m'avait pas lâché. « Tenez-moi bien, magister, et appuyez en levant la tête. Vous êtes sauvés. » Sauvés. Nous ne l'étions ni l'un ni l'autre, car je ne savais de quel côté nager. Une idée me vint. « Parlez donc, vous autres !» m'écriai-je. « Où es-tu, Rémi ?» C'était la voix de l'oncle Gaspard. Elle m'indiqua ma direction. Il fallait se diriger sur la gauche. « Allumez une lampe !» Presque aussitôt, une flamme parut. Je n'avais que le bras à allonger pour toucher le bord. Je me cramponnais d'une main à un morceau de charbon et j'attirai le magister. Pour lui, il était grand temps, car il avait bu et la suffocation commençait déjà. Je lui maintins la tête hors de l'eau et il revint bien vite à lui. L'oncle Gaspard et Carrory, penchés en avant, tendaient vers nous leurs bras, tandis que Pagès, descendu de son palier sur le nôtre, nous éclairait. Le magister, pris d'une main par l'oncle Gaspard, de l'autre par Carrory, fut hissé jusqu'au palier, pendant que je le poussais par derrière. Puis, quand il fut arrivé, je remontai à mon tour. Déjà, il avait retrouvé sa pleine connaissance. « Viens ici, me dit-il, que je t'embrasse. Tu m'as sauvé la vie. Vous avez déjà sauvé la nôtre. » Après cet incident désagréable, qui nous avait un moment secoués, l'anéantissement nous reprit bientôt, et avec lui les idées de mort. Sans doute ces idées pesaient plus lourdement sur mes camarades que sur moi, car tandis qu'ils restaient éveillés dans un anéantissement stupide, je finis par m'endormir. Mais la place n'était pas favorable, et j'étais exposé à rouler dans l'eau. Alors le magister, voyant le danger que je courais, me prit la tête sous son bras. Il ne me tenait pas serré bien fort, mais assez pour m'empêcher de tomber, et j'étais là comme un enfant sur les genoux de sa mère. C'était non seulement un homme à la tête solide, mais encore un bon cœur. Quand je m'éveillais à moitié, il changeait seulement de position son bras engourdi, puis aussitôt il reprenait son immobilité, et à mi-voix il disait « Dors, mon garçon, n'aie pas peur, je te tiens, dors petit. » Et je me rendormais sans avoir peur, car je sentais bien qu'il ne me lâcherait pas. Le temps s'écoulait, et toujours régulièrement nous entendions les bennes plonger dans l'eau.